Le processus de désinflation a débuté, nous a dit à plusieurs reprises Jérôme Powell. La question qu'on se pose, c'est à propos des derniers chiffres publiés hier. Est-ce qu'ils contredisent pas un petit peu ce discours? Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Difficile de comprendre, vous allez nous expliquer, les chiffres publiés hier des prix à la consommation aux États-Unis. On nous dit l'inflation ralentit à 6,4% sur un an, en janvier. Donc ça ralentit, en même temps ça accélère sur un mois. Ça freine ou ça accélère, hein? Eh ben, les deux en même temps, c'est Christine Lagarde qui conduit. Non, je plaisante. En général, on sait comment C'est ça se termine c'est- quand on appuie sur les deux en même temps, hein. c'est une blague d'économiste sur le frein à l'accélérateur. Non, David, en fait, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à comprendre dans ces chiffres précis de l'inflation. Si vous voulez, je crois on parle d'horizons de temps qui sont différents. Donc l'inflation sur un mois, ça n'a rien à voir avec l'inflation sur un an, puis ça n'a rien à voir avec la tendance d'inflation que nous allons vivre dans les 10 ans qui viennent. Donc, pour Sur un résumer, mois, ça accélère. oui, et alors? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si vous Bah, on nous voulez, vend une désinflation. On nous vend une désinflation. Si sur un mois ça accélère, ça veut dire ouais, qu'il n'y a pas de désinflation sur un mois. bah, Voire sur un sur mois, deux, voire sur deux, puisque les chiffres de décembre aussi ont été revus à la hausse. Et les chiffres de décembre ont vu aussi une augmentation des prix de 0,1%. souvenez-vous comment on définit une récession. Une récession, c'est plusieurs Deux trimestres. trimestres qui sont en croissance négative. Bon. Donc, pour l'inflation, pour le processus de désinflation, c'est pareil. Il ne faut pas regarder les chiffres au quotidien. D'ailleurs, les marchés ne se sont pas effondrés. Ils ne se sont pas crachés, ils ne sont pas partis dans une panique absolument terrible en disant oh mon Dieu, bon non. Ce qui est sûr, si vous voulez, David, c'est que vous avez plusieurs éléments et il faut toujours essayer de retourner au fond du problème. L'inflation, d'où elle vient? Et pour comprendre où elle va, l'inflation, c'est d'où elle vient. Et d'où elle vient avant tout du choc énergétique consécutif à la guerre en Ukraine. Ce choc énergétique, il est en train de passer. Alors, il y avait plusieurs si on va vraiment plus en profondeur dans l'analyse de l'inflation, vous aviez le choc de demande et le choc d'offres liés aux perturbations Covid, un pouvoir d'achat qui avait été maintenu grâce au quoi qu'il en coûte Covid à travers le monde, donc la solvabilité des ménages avait été maintenue, l'offre avait diminué, mais la demande était toujours solvable. Bref, donc un choc offre-demande et un choc après par-dessus énergétique avec la guerre en Ukraine. Une fois que vous avez compris ça, aujourd'hui, les gens, ils ont globalement utilisé leur épargne. Donc l'excès de solvabilité est en train de disparaître et l'excès du choc énergétique est également en train de disparaître dans les statistiques chiffrées. Donc aujourd'hui, c'est normal. L'énergie a déjà augmenté, sauf nouveau choc, elle ne va pas augmenter plus, quand bien même elle se maintient à un niveau important dans les chiffres de l'inflation qui mesurent les hausses des prix. Si ça n'augmente plus, il n'y a plus de hausse de prix, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, vous avez toutes les raisons objectives de croire que le choc inflationniste va bien donner une désinflation, et cette désinflation, elle n'est pas remise en cause, puisque la solvabilité des ménages est toujours en train de se réduire, encore plus avec la hausse des taux d'intérêt des banques centrales, et l'énergie ne repart pas plus à la hausse pour le moment. Oui, mais il n'y a pas Donc que le ça. processus Juste, de désinflation va continuer. Charles, il n'y a pas que Allez-y, David, l'énergie. je vous Non en mais, prie. non, mais il n'y a pas que l'énergie non plus. Quand on regarde aux États-Unis, hors énergie, hors alimentation, ça progresse toujours de 5,6%. Ça ne ralentit pas du tout. Oui, et alors, il y a rien de dramatique. Vous connaissez mon point de vue d'analyse fondamentale, c'est que les 10 années, la décennie qui vient sera une décennie d'inflation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a un objectif dans les banques centrales qui est une inflation à 2%, c'était un objectif que l'on pouvait tenir dans un monde qui se mondialisait avec des délocalisations, avec des forts gains de productivité, etc., etc. Donc tout ça, c'était des facteurs très déflationnistes. Donc nous avions tendanciellement une inflation faible. Mais dans un monde qui se démondialise, dans un monde où vous avez une raréfaction des ressources, dans un monde où vous avez une transition énergétique à financer qui est extrêmement coûteuse, vous avez là des facteurs qui sont structurellement, et pas juste de manière conjoncturelle, ils sont structurellement inflationnistes. Alors je ne vous parle pas d'une inflation
à 10 ou 15%. Je vous parle en revanche d'une inflation qui sera aux alentours, comme ça, d'un point pivot de 4 à 5% en tendance sur les 10 prochaines années. Donc, de toute manière, si vous me dites, oui, mais regardez, Charles, il y a une inflation pourtant qui ralentit pas, on est toujours à 5%, bien, mais David, il va falloir vous habituer parce que je pense que ça va devenir la nouvelle norme. Ça sera plutôt une inflation entre 3 et 5% en fonction des années, des bonnes ou moins bonnes années. Mais ça, c'est pour le long terme, et on va dire les 10 ans qui viennent, où on a vraiment un basculement d'un monde où vous aviez des facteurs déflationnistes majoritaires à un monde dans lequel nous entrons où ça s'inverse complètement et on a des facteurs inflationnistes majoritaires. Il y a quand même, pardon, juste Charles, il y a beaucoup d'économistes qui disent que à court terme, d'ici 2 ans, en tout cas, on pourrait très bien retourner vers un 3% moins, voire moins, entre 2 et 3% d'inflation. Il y a des gens comme vous qui disent on est peut-être dans une nouvelle normalité. Non, David, c'est pas du tout contradictoire. Vous avez tout à fait raison. Vous pouvez, quand je vous parle d'une moyenne sur la décennie, ça n'exclut pas une année où on va être. Regardez, là, on vient d'une inflation à 10%. Donc, on aura eu une année à 10%. Si demain, on a une année à 2%, eh ben, on se retrouvera avec une moyenne à 6%. Donc, c'est pas du tout exclusif et ça s'oppose pas du tout. Si on va un peu trop loin dans le resserrement monétaire et que les banques centrales déclenchent quand même à défaut d'une récession sévère, en tout cas une petite récession, il n'y a pas de raison qu'on ait une envolée de l'inflation à ce moment-là. Donc, ce qui est dit là est tout à fait juste. On peut tout à fait avoir une inflation, on a une inflation très forte, on peut tout à fait avoir une inflation très faible et les banques centrales vont devoir réaccélérer justement pour éviter qu'on passe définitivement en déflation en fracassant complètement les économies. Donc, elles vont réinjecter et c'est tout ça que parient les marchés d'ailleurs. Parce que si les marchés ils continuent à acheter et à investir et à être plutôt bullish, c'est parce qu'ils achètent le fait que les banques centrales, BCE comme Fed, vont à un moment donné être obligées, après avoir freiné trop fort, de réaccélérer sur la politique monétaire. C'est ça que les marchés, ils achètent aujourd'hui. Ils ont raison, ils ont tort, c'est autre chose, mais aujourd'hui, c'est ça qu'ils achètent. Donc vous voyez bien que ce raisonnement de frein accélérateur, il est dans l'esprit de beaucoup d'analystes. Donc, on est sur ce. Donc, c'est pas antinomique de dire je peux avoir une inflation en moyenne à 5 et d'un autre côté, avoir une inflation qui pourrait être bien plus basse pendant une année. Donc, si je résume un petit peu ce qu'on s'est dit, Charles, la tendance de fond de désinflation, on est passé de 9-10%, là on est sur les États-Unis, autour de 6 et quelques aujourd'hui, ça va dans le bon sens. On peut très bien voir à court terme, effectivement, sur une erreur, diront certains, de politique monétaire, une inflation qui descend autour de 3%. Mais la nouvelle normalité d'inflation, pour vous, sera plus élevée en tout cas que l'objectif des banques centrales, à savoir 2. Oui, et les banques centrales devront, à mon sens, revoir leur objectif d'inflation plutôt aux alentours de 3, 3,5. Et dernière chose, David, il y a un élément qu'il faut quand même prendre en compte, qui est que nous ne sommes pas non plus à l'abri à court terme, très 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 court terme, je parle des jours qui viennent, d'une nouvelle offensive russe qui pourrait refaire partir un pic d'inflation sur des inquiétudes momentanées et qui pourrait venir mettre à mal ce processus de désinflation. Mais encore une fois, ça serait plutôt sur du court terme. Ouais. Est-ce que cette désinflation, on peut quand même la juger trop lente par rapport à ce qu'attendent les marchés et trop lente aussi par rapport à l'objectif des banques centrales, notamment, on parle de la Fed, de ces 2% et du fait que derrière, ça a un impact puisqu'on imagine que la Fed, si elle ne se satisfait pas d'une désinflation annoncée par Jérôme Powell mais qui est trop lente, pourrait maintenir plus élevé et plus longtemps, c'est ce que disent beaucoup de gouverneurs de banques de la Fed, pourrait maintenir à des taux plus élevés plus longtemps les taux directeurs de la Fed. Alors c'est ce que dit le FMI, c'est ce que dit beaucoup de gens, disent attention, les taux d'intérêt resteront plus hauts plus longtemps que prévu, et c'est assez logique. Je dis qu'encore une fois, à mon sens, on rentre dans un monde d'inflation qui sera plus élevé, et je crois que c'est le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur Villeroy de Galhau, de la Banque de France, pardon, qui vient de dire que les taux à 2%, les crédits de taux immobiliers à 2%, c'était terminé, et pour longtemps. Donc je pense qu'on rentre dans un monde avec une nouvelle normalité monétaire. C'est aussi l'occasion pour les banques centrales de redonner un prix à l'argent et de sortir peut-être définitivement de cette politique mortifère qui consistait à dire
que les taux sont à zéro, les taux sont négatifs et l'argent n'a plus de prix. Donc c'est aussi l'occasion de normaliser cette politique monétaire. Il fallait bien trouver la manière d'en sortir. Ceux qui disent que c'est trop lent, euh, je ne suis pas persuadé qu'ils ont raison. Et alors là, pour le coup, je vais plutôt aller dans le sens des banques centrales. Un processus de désinflation qui est un petit peu lent et qui est un petit peu trop lent au bout des marchés, ça reste un processus de désinflation qui est peut-être compatible avec le fait de ne pas détruire complètement l'économie. Donc, les banques centrales, elles doivent quand même y aller de manière mesurée. Et l'objectif, c'est quand même peut-être pas d'écraser, de détruire l'économie en étant trop rapide, trop fort. Christine Lagarde avait assez bien dit que ça allait être un processus itératif, graduel, qu'il prendrait en compte vraiment tout ce qui se passe, qu'il verrait à chaque fois qu'ils y seraient les résultats de leurs décisions précédentes et qu'ils aviseraient à ce moment-là avec à la fois une grande prudence, mais aussi une grande agilité et une flexibilité volontaire. Et donc, je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'écraser les économies, il s'agit de maîtriser l'inflation. Et ici, encore une fois, les banques centrales, elles peuvent monter les taux à 10%. Ce n'est pas parce qu'elles monteront les taux à 10% qu'il y aura plus de gaz russe ou qu'il y aura plus de pétrole russe, puisqu'on n'en veut plus. Mm. Donc, de toute façon, ce n'est pas ça qui va nous créer du pétrole ou qui va nous créer de l'énergie ou qui va nous créer du gaz. Donc, Oui, mais les taux d'intérêt, ça a tendance à anémier la demande. eh ben Donc ça oui, aura un mais ça impact sur c'est l'inflation. oui, et oui, mais vous voyez bien que c'est un impact sur l'inflation en deuxième intention. Ouais. C'est pas un impact direct, hein, c'est un impact en deuxième intention. C'est un impact indirect en baissant la croissance et ça veut dire qu'il faut baisser la vitesse de rotation de l'économie, de la monnaie, etc. Donc de l'activité pour réussir à avoir un impact de baisse sur la demande d'énergie. Donc c'est extrêmement mauvais ça pour vos économies. Donc attention, là on n'est pas sur de l'inflation, encore une fois, qui est purement monétaire, on est sur un choc inflationniste qui est lié à un choc offre-demande et à un choc énergétique. Si vous ne réglez pas la quantité de production et que vous ne réglez pas la quantité d'énergie disponible, vous restez de toute façon dans un univers inflationniste, à moins de détruire l'économie et de la mettre à l'arrêt par des taux d'intérêt très forts. Vous voyez bien que ce n'est pas ce que souhaitent a Ouais, mais il y aura un priori les dilemme. banques Il y aura un centrales. dilemme. On finit là-dessus, Charles. Il y aura un dilemme pour les banques centrales. Soit effectivement, à tout prix, atteindre cet objectif de 2% d'inflation, à tout prix, quitte à augmenter les taux à 5, 6, 7, soit changer, sans le dire, enfin le disant ou pas, changer d'objectif de cible d'inflation de 2%. Regardez, David, ce qui s'est passé quand nous étions dans la situation inverse. Toutes ces dernières années, on voulait 2% d'inflation, on n'y arrivait pas. Et on avait vraiment très peur de la déflation. Et donc, les banques centrales, elles auraient pu baisser leur objectif d'inflation. Bah, finalement, on est dans un monde lié à la mondialisation, etc., qui est déflationniste. Donc, je ne vais pas me battre pour avoir une inflation. Je vais accepter la déflation. Elles ne l'ont pas fait. De la même manière, il y a peu de chances qu'à court terme ou même à moyen terme, elles changent leur objectif d'inflation. Et donc, si on trouve au bout de la Et, logique, et donc, si on va jusqu'au bout de la logique, elles iront sur des taux un petit peu plus élevés, mais ce qui ne les gêne pas parce qu'il y a beaucoup d'excès de liquidité qu'il fallait sortir et de récupérer. cette politique de taux zéro. Et finalement, dans un monde qui va devenir tendanciellement inflationniste, avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés, c'est de toute façon pas illogique. Et ensuite, que nos auditeurs, nos spectateurs n'oublient pas de bien suivre ce qu'on appelle avant tout les taux d'intérêt réels. Hein, c'est qu'encore une fois, en taux d'intérêt réel, même avec des taux plus élevés et une inflation plus élevée, les taux réels sont plus négatifs que quand ils étaient eux-mêmes, que quand les taux nominaux étaient négatifs. Juste, je termine là-dessus. Quand on a une inflation à 10 avec des taux nominaux de plus 3, on est à moins 7 de taux réels, alors que quand on a des taux négatifs de moins 1 et qu'on a une inflation de plus 2, on ne perd que moins 3. Donc on peut avoir des taux d'intérêt réels encore plus négatifs avec des taux nominaux positifs si l'inflation est forte, que quand nous avions des taux négatifs pour les taux nominaux et une inflation plus faible. C'est très clair. Après, pour le commun des mortels qui nous regarde, qui ne comprend pas pourquoi le taux d'intérêt réel, donc défalqué de l'inflation, est important et en quoi c'est positif d'avoir un taux d'intérêt réel négatif.
Alors, c'est ni positif ni négatif, David, ça va dépendre dans quel cas de figure vous vous situez. Disons simplement que c'est le montant, le taux d'intérêt réel, et le montant avec lequel vous allez réellement vous appauvrir ou vous enrichir. Si vous êtes emprunteur avec des taux d'intérêt réels négatifs, vous avez plutôt tendance à vous enrichir. Mais si vous êtes épargnant avec des taux d'intérêt réels Et négatifs, voilà, vous allez évidemment vous appauvrir. c'est Donc ça QFD. dépend dans quel sens se situe la fortune du capitaine. Il faut être dans le bon sens. Allez, merci C'est beaucoup. ça. Charles Sana, donc fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tout le monde, à bientôt.